On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Une psychoéducatrice de la Commission scolaire des Hautes-Rivières et de l'Étoile Pédiatrie sociale a participé à une production d'une vidéo pour nous expliquer c'est quoi ça, un psychoéducateur. Mais d'abord, il est dans la restauration, il est chef propriétaire, il a un nouveau défi, ça s'appelle Xoplace Bistrot Urbain. Un nouveau commerce, un nouveau restaurant va voir le jour dans quelques jours à peine dans le vieux Saint-Jean. Il s'agit de Xoplace Bistrot Urbain au 260 rue Richelieu. Il y a eu ces dernières années dans ce local les jardins d'Asie ou même autrefois, et là on remonte à quelques décennies, le défunt restaurant Napoli, où il y avait des petits jukebox à 10 sous là, à chacune des tables. Là, ça nous rappelle des vieux souvenirs. Eh bien là, c'est Xavier Pilon-Fauché qui prend la place. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un beau projet, c'est un gros projet. C'est un projet de vie aussi. C'est un modèle de vie. On se regroupe enfin tout à la même place. Puis on établit, on démocratise la cuisine en tout et partout sur différentes phases. Bon. Est-ce que le projet d'ouvrir un restaurant était pour toi un objectif? Parce qu'on t'a vu dans les dernières années, entre autres, occuper la terrasse de la Trinquette à l'arrière. Tout le monde était bien heureux de ça durant l'été, mais évidemment, c'était pour 12 mois par année. Tu avais d'autres occupations le reste de l'année. Mais est-ce que pour toi, l'objectif d'ouvrir un resto à temps plein, c'était l'objectif à atteindre? Je caressais toujours le rêve, sans trop savoir où je m'en allais avec ça. Mais les années ont fait que tout s'est condensé, puis toutes les idées ont passé dans l'entonnoir pour en arriver à ça. Bon. Évidemment, ce local-là a été grandement rénové. Ouais. Même certains se rappelleront, il n'y a pas si longtemps qu'il y avait encore une espèce de gros bâton de bois qui tenait la façade de force pour pas qu'elle tombe. Ça s'apaise. C'est un vieux bâtiment qui avait réellement besoin d'amour. Parlons un peu de l'état des lieux, de la rénovation et, dans le fond, des améliorations que ça a donné à l'intérieur. Nous, on a eu la chance de se le faire livrer vraiment tout ornipé. On a gardé certaines structures à l'intérieur, style un mur de briques là, qui donne un beau cachet. Toute la façade a été refaite. On a pu garder l'enseigne en avant où on a un beau droit acquis dessus. Belle vision marketing. Puis de l'intérieur, de la façon qu'on se l'est fait livrer, dans le fond, le local était from scratch avec une partie de cuisine haute qui était déjà là. Donc on s'est comme un peu approprié les lieux en considérant un peu les possibilités qu'on avait. Fait qu'on est plein pied, 2 locales de large. Puis on a une belle cuisine ouverte. Puis en concept bistrot. Ouais. Ça te donne combien de places disponibles assises? 45 à 50 places. Bon. C'est un bistrot urbain. Ouais. Dans les faits, la définition, ça veut dire quoi? En fait, le mot bistrot, un peu, c'est la versatilité par rapport à la cuisine où on peut aller chercher différentes facettes, différentes inspirations. Le mot urbain, c'est un peu pour l'art urbain. J'ai toujours été un peu là-dedans où je faisais des T-shirts à l'époque, un peu streetwear. Le monde s'en rappelleront peut-être, c'était Rature à l'époque. J'ai toujours été un peu dans le concept urbain. J'aime un peu ce qui est différent, ce qui détonne. Fait que dans le fond, de ma cuisine, un peu qui vient déranger un peu la bouche ou tant qu'on n'a pas le oomph initial à la première bouchée, on est à côté de quelque chose. Donc, le but, c'est l'art, se faire comprendre par l'art, dérangé par l'art, mais toujours dans le côté positif. Bon. En quoi l'offre de Xoplace Bistrot Urbain va être complémentaire à l'offre de restaurant qu'on a déjà à Saint-Jean ou dans le centre-ville? En fait, moi, j'aime bien laisser la place à ceux qui étaient déjà là avant. J'ai pas envie de prendre la place de personne. Je pense que tout le monde fait bien les choses dans le centre-ville ou même comme la brasserie numéro 7 qui va ouvrir. Là, ça va être un beau concept dans toute la ville. Moi, dans le fond, j'aime bien, de mon style, créer. J'adore les classiques. Je pense que les classiques font en sorte que la cuisine reste en vie. Donc, j'aime aller chercher différentes facettes, différentes techniques, les amalgamer ensemble pour justement, dans l'assiette, aller chercher ce petit côté dérangé un peu là, qui va surprendre. Est-ce que, pour ceux qui ont consommé tes plats à la Trinquette sur la terrasse dans les dernières années, est-ce qu'il y a des plats qu'on retrouvait durant l'été, qu'on va sensiblement aussi retrouver, ou dans la même vague, dans la même nature, dans la même lignée? Ouais. En fait, je veux pas qu'on m'associe à un barbecue. En fait, aussi, quand je faisais le barbecue, en fait, c'était pas vraiment un barbecue. Dans le fond, j'utilisais un barbecue pour cuisiner. Donc, tu sais, pour moi, le mot barbecue, c'est comme... c'est des pièces de viande fumée longtemps, un peu le barbecue sud-américain.
pour moi, ça, c'est le barbecue. Donc, j'ai toujours quand même fait du homard, des carpaccio, malgré les burgers. Tu sais, j'ai des tartines de canard. Tu sais. Fait que, dans le fond, je vais aller dans la même direction. Il y a des plats qui vont revenir. Je pense qu'il y a des incontournables, là, que même si je voudrais les enlever de mon menu... Comme quoi? Le tartare de saumon, je pense qu'il est dur à enlever. Le concept aussi là, des plats travaillés à chaque semaine, arrivage jour, coupe du boucher que j'avais implanté. Je vais utiliser les grillades, c'est sûr. Mes épices sont brandées. Pas les grillades de Valleyfield? Ouais, c'est sûr. Avec tes épices particulières, là, Ouais, c'est ça? ouais. Puis on va les revoir dans différents thèmes, dans les différents menus, même les cocktails, ces épices-là, parce que c'est vraiment, on dit épices à grillade, mais ça devient un exhausteur. Ça va absolument partout. Bon. C'est un restaurant avec permis de boisson. Ouais. De quelle offre d'heure d'ouverture tu veux mettre en place? Dans le fond, on va commencer du mardi au samedi, de soir, jusqu'en mai. Fait que de mars à mai, de soir, du mardi au samedi. Ensuite, en mai, on attaque un peu plus les lunchs. On va commencer probablement avec les jeudis, vendredis. J'aimerais ça faire des brunchs. On va voir un peu la réponse. Mais cet été, probablement du mercredi au samedi, les lunchs et ou les brunchs, peut-être les dimanches. Et toujours le soir du mardi au samedi. Bon. Tu dis mardi au samedi, une sous-question par rapport à ça. Quel est l'intérêt d'ouvrir un mardi-mercredi? Est-ce qu'il y a suffisamment de clientèle ou si potentiellement il peut y en avoir? Parce que même du temps où le Samuel était ouvert, Samuel était quand même ouvert presque à tous les jours, là, sauf en dernier. Ouais. Est-ce que pour toi, il y a de la clientèle qui a besoin d'un service de restauration les mardis-mercredis? Moi, je pense que oui. Si c'était pas qu'il y a une mentalité inculquée les dimanches où le centre-ville est mort, j'ouvrirais peut-être même les dimanches. Je sais que le Brac, eux, sont ouverts les dimanches, c'est bien, ils sont tout le temps remplis. Dans le fond, être en début de semaine, on va chercher un autre type de clientèle. Il y a des gens qui aiment couper la semaine en deux. Donc, Donc, pour toi, c'était important d'avoir cette plage horaire-là? Oui, puis nous, on a d'autres concepts qui s'en viennent aussi de ces journées un peu plus tranquilles-là. Moi, anciennement enseignant en cuisine aussi, je veux apporter tranquillement, pas tout de suite, mais on va l'implanter tranquillement, dans des temps peut-être un peu plus tranquilles dans l'année, donner des cours de cuisine aussi aux clients. Fait que vu que la cuisine est ouverte, les gens sont assis face à la cuisine, on peut donner les cours, mais ça, c'est en temps et lieu. Puis sinon, on a d'autres concepts qu'on garde dans notre poche là, ou dans notre bouche ici, qu'on va sortir aussi là, en temps et lieu. Donc, il y a vraiment beaucoup de projets. Tu sais, j'entends que là, il faut mettre en place, procéder à l'ouverture, mais là, après ça, tu dis oui, peut-être le dimanche, puis peut-être les brunchs, puis peut-être des cours de cuisine. Oui, vas-y. Le but, c'est pas tout en même temps pour non, pas j'espère pour toi. Parce que dans mon plan d'affaires, en fait, on aurait pu s'arrêter comme partir 6 business en même temps. Ouais. Donc, on va maîtriser la base, puis ensuite, on va y aller tranquillement. Moi, ce que je veux, quand je dis aussi démocratiser la cuisine, c'est que je ne veux pas m'arrêter à l'achalandage d'un restaurant. Avec le barbecue, j'ai eu mon trip d'ego d'avoir un restaurant. Je voulais avoir mon resto. Je l'ai eu. Maintenant, c'est plus un modèle de vie. Puis je vais aller chercher toutes les facettes de la restauration plutôt que de juste m'attarder au côté, genre, nourrir le client. Tu fais référence au barbecue. Je présume qu'avec ce projet-là, tu tournes la page et ton association avec la Trinquette va se terminer, à moins que tu veuilles continuer, je ne sais pas. Oui, bien, j'aurais voulu faire les deux. C'est ça que je pensais, oui. J'ai pensé longtemps, j'ai été voir les filles, on en a parlé. J'aurais voulu faire les deux, mais pour l'instant, vu que je veux me regrouper, c'est difficile, ça m'empêcherait de le faire. Mais tu y as pensé pareil, là? Ah, j'ai pensé pareil. C'était sûr de ça. Le concept pour le client est vraiment bien. Pour nous, c'est une folie que les gens ne savent pas tout en arrière du décor. Mais pour tous ceux qui ont un projet ou qui veulent faire quelque chose, eux, les filles de la Trinquette, c'est sûr qu'ils veulent continuer avec cette belle petite cabane-là. Ouais. Et puisqu'on parle de projet, as-tu pour projet aussi d'installer une terrasse à l'avant ou à l'arrière? Je ne sais pas, à l'arrière, peut-être pas vraiment d'espace pour ça, je ne sais pas. Il va y avoir la terrasse, la largeur du bâtiment. À l'avant? À l'avant. Un peu comme les autres, là, avec... Oui. Donc, dans le fond, ayant 2 portes, on peut avoir complètement la largeur du bâtiment, peut-être un 25-30 places de plus. Bon, tu disais au début de l'entrevue, oui, c'est un projet, c'est une ambition que tu avais, mais c'est aussi un choix de vie. Oui. En quoi
se partir un projet qui est quand même ambitieux, puis ça demande beaucoup de travail. Hein. En quoi, pour toi, c'est un choix de vie? Bien, du fait de me regrouper, moi, j'ai un terme que je me suis donné. En fait, moi, je suis un chef cuisinier, propriétaire, entrepreneur, parents séparés en 2020. Donc, toute la réalité qu'on a pu connaître à l'époque de la restauration, dans le fond, c'est nous qui se la définit puis qui se l'approprie. Donc, moi, j'ai mes enfants qui sont ma priorité. Il y a des temps où, quand j'aurai mes enfants, je serai absent, mais je veux en faire bénéficier mon staff. Donc, exemple, si je suis absent un samedi parce que j'ai mes enfants, par la suite, moi, je veux en faire bénéficier mon staff. Donc, pour les gens aussi, nos travailleurs qu'on cherche tant en restauration, moi, je veux leur donner la capacité d'avoir une place établie qui peuvent rester et qui peuvent bénéficier des joies de la vie sans tout le temps avoir à travailler comme on connaît la restauration. Bien, justement, ça, c'est mon autre question. Qui sont tes partenaires, tes collaborateurs ou tes employés qui te suivent dans ce projet-là? J'ai 2 partenaires. J'ai Jean-Michel Paquette, qui est franchiseur des restaurants couteaux, où c'est un bel outil que j'ai. Puis aussi, ça m'apprend aussi dans ce démarrage-là, où lui est rendu déjà à 15-16. J'ai Nicolas Audet-Bessner, qui, lui, est entrepreneur général, qui a eu l'habitude aussi de rénover et de faire des restaurants, des projets avec Martin Junot. Donc, on a tous nos atouts qui font un beau paquet de cartes. Dans le staff, c'est tout du monde que j'ai côtoyé à l'époque depuis mes 25 ans d'expérience. J'ai des anciens élèves qui, eux, ont appris de moi à l'école. Il y en a qui m'ont suivi au barbecue dans le but de continuer d'apprendre. Puis maintenant, c'est aussi, eux, ils cherchent une stabilité parce qu'il y en a qui ont gamblé un peu aussi avec leur job puis leur vie, leur mode de vie plutôt, je veux dire, du fait que c'était ouvert juste l'été. Comme ça, maintenant, ça amène une stabilité pour tout le monde dans le but de créer, de continuer d'apprendre puis d'offrir un nouveau concept. Parce qu'avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit en ce moment, surtout en restauration, ça doit être encore un double défi de démarrer un projet. Mais en même temps, je présume que quand on a le réseau de contacts, qu'on est établi, qu'on est connu, finalement, on réussit peut-être à convaincre les gens de nous suivre dans l'aventure. Tu sais, comme ce qui arrive, c'est que dans les cours de cuisine de ma cohorte à l'époque, on doit être 3 sur 22 qui restent. Donc, de tous ces passionnés-là, à chaque année, qui peuvent rester, eux, leur objectif, c'est d'apprendre en bout de ligne à la base, puis de continuer d'évoluer, parce que l'école se fait tout le restant de notre parcours. À un moment donné aussi, dans les restaurants, ben moi, je l'ai fait moi-même. Après 2-3 ans, tu as fait le tour un peu des années, des saisons, fait que ça te permet, ça t'oblige à aller voir d'autres choses. Fait que moi, ce que je suis en train de faire, puis ce que j'ai fait, c'est que je me suis trouvé des poutres, des piliers pour vraiment créer une entreprise solide. Puis après, c'est sûr que cette réalité-là, on va la vivre, mais au moins, les poutres vont faire en sorte que le roulement va bien se passer. Alors, rendez-vous à partir du jeudi 5 mars, probablement pour les premiers jours sur réservation. Ce serait probablement plus prudent. Donc, Xoplace Bistrot Urbain au 260 de la rue Richelieu, dans le Vieux-Saint-Jean. En fait, c'est l'ancien restaurant Les Jardins d'Asie, ou autrefois le Napoli. Donc, nouveau restaurant ouvert du mardi au samedi de soir pour commencer. Puis, si vous voulez le numéro de téléphone qui est nouveau, c'est le 450-741-1443. Donc, laissez-nous la chance de retourner vos appels et de bien faire les choses. Mais on a bien hâte de vous accueillir. Xavier, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reçoit une psychoéducatrice de la Commission scolaire des Hautes-Rivières et aussi de l'Étoile Pédiatrie sociale qui a produit une vidéo pour expliquer un peu ce que ça fait et ce que ça mange en hiver, une psychoéducatrice. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. François, cette semaine à Sport Express, il vient toujours nous voir, mais on l'a prêté à TVA Sport dernièrement. À tout le monde en parle et il revient dans nos studios. Le champion du monde, le Ring of Honor, PCO, qui est avec nous. Ça, ne manquez pas ça.
Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Parlons de psychoéducation et parlons d'une vidéo qui a été produite pour expliquer un peu quel est le rôle des psychoéducateurs et éducatrices un peu partout, évidemment, au Québec, et il y en a dans notre région. Et c'est d'ailleurs une psychoéducatrice de la Commission scolaire des Hautes-Rivières qui est à la tête de ce projet-là. Elle s'appelle Anne Poirier-Saint-Onge. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Merci. C'est un terme qu'on entend beaucoup, surtout quand moi, évidemment, mes enfants sont plus vieux aujourd'hui, mais bref, le terme psychoéducation aujourd'hui est souvent utilisé, notamment dans les milieux scolaires, entre autres. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, un psychoéducateur ou une psychoéducatrice? Oui, bien, je vais pouvoir vous l'expliquer là, avec plaisir. Juste rectifier, par exemple, que c'est vraiment une initiative de l'Ordre des psychoéducateurs. Oui. Donc, je ne suis pas à la tête là, du projet des vidéos des Journées de la psychoéducation de la semaine dernière, mais c'était vraiment la campagne promotionnelle, finalement, choisie cette année. Vous êtes une porteuse de dossiers, c'est ça. Voilà, ça, ouais. On était 3, là, en fait, donc une, effectivement, dans notre région. Donc, un psychoéducateur, en fait, ou une psychoéducatrice comme moi, ce que ça fait, en fait, c'est que nous, notre créneau, c'est vraiment les difficultés d'adaptation. Donc, un psychoéducateur a vraiment une formation universitaire de 2e cycle, donc c'est une maîtrise. On est tous membres en règle là, de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Puis pour vous donner peut-être un exemple plus concret des difficultés d'adaptation, en fait, ça va être à tout moment de la vie où les capacités de la personne ne suffiront peut-être pas à faire face aux défis que son environnement lui propose. Donc, par exemple, que ce soit face à l'entrée au secondaire, c'est une transition qu'on a tous vécue ou que certains enfants là, vont vivre cette année. Mais par exemple, un enfant pourrait vivre en même temps un déménagement, des échecs scolaires, la pression de se refaire des amis, peut-être que ses parents se séparent. Donc, peut-être que tous ces facteurs-là mis ensemble vont faire que dans cette situation-là, il va être en difficulté d'adaptation, puis ça pourrait être un bon contexte là, pour consulter un psychoéducateur qui va veiller à l'accompagner. Et le psychoéducateur, il va faire quoi avec cet enfant-là? Ou comment va-t-il aussi forcément aider la famille ou les parents de cet enfant-là? Oui, bien dans le fond, c'est vraiment on a tous la même approche, en fait, les psychoéducateurs. Puis dans les vidéos là, qui ont été mises en ligne par l'Ordre, en fait, on expose un peu justement, ça va être quoi les étapes qui vont être mises en place. Le psychoéducateur, d'abord, va évaluer la situation avec l'enfant, le parent, si jamais c'est dans un contexte familial, ou avec l'individu ou la personne là, qui le consulte, pour vraiment, justement, bien analyser l'exemple un peu que je vous donnais par rapport aux facteurs individuels et environnementaux qui sont en place, puis comment ils interagissent entre eux. Puis, suite à ça, il va pouvoir faire un plan d'action, donc une planification des interventions qui vont se faire avec les personnes, en fait. Puis, cette planification-là va mener à des moyens concrets d'application là, dans le milieu de vie des gens, s'il y a lieu, ou pour la personne. Puis, en fait, suite à ça, en fait, ces moyens-là vont être évalués. Puis, la psychoéducatrice ou le psychoéducateur va vraiment accompagner les gens dans l'application de ces moyens-là. Mais dans le fond, c'est quoi? On donne des outils, on donne des trucs à l'enfant, aux parents, même aux enseignants. Oui, absolument. Je ne sais pas, aux intervenants scolaires, pour dire, bon, bien, voici le KX, je ne sais pas, un petit bonhomme de 8-9 ans, il a déménagé 3 fois cette année, puis là, ça ne va pas du tout. Voilà. Bon, je dis, bon, c'est un exemple. C'est un très bon exemple. Mais là, après ça, on fait quoi avec ce jeune-là? Comment on l'aide à... Je prends l'exemple ici, mais comment on fait pour le réintégrer, pour qu'il puisse vraiment revenir dans sa routine d'apprentissage? Qu'est-ce que les parents peuvent faire? Qu'est-ce que les intervenants scolaires peuvent faire? Et qu'est-ce que le psychoéducateur va faire en sorte pour aider ces gens-là? Oui, bien, vous l'avez bien campé aussi, parce que le psychoéducateur, dans son approche, a pas mal toujours, en fait, une vision systémique de la situation. Donc, il va interpeller, effectivement, toutes les personnes là, qui peuvent avoir un rôle là, auprès de cet enfant-là, par exemple, en milieu scolaire, qui aurait vécu énormément de déménagements ou de changements dans une même année et qui ferait qu'effectivement, là, on serait face à certaines difficultés. Donc, c'est sûr que chaque situation est différente. C'est difficile pour moi de vous répondre que vraiment on ferait ça dans cette situation-là. Mais, par exemple, ça pourrait vouloir dire le parent de le coacher pas à pas dans comment peut-être adapter certaines de ses interventions. Même chose pour l'enseignant. Ça pourrait être d'offrir aussi un lien privilégié avec l'enfant dans un cadre de suivi individuel. Ça peut vraiment prendre une multitude de formes, là, que ce soit en soutien aux parents, aux équipes scolaires, en intervention directe avec l'enfant. Donc, ça dépend vraiment de chaque situation qui est évaluée justement là, par le psychoéducateur. Est-ce que vous œuvrez aussi dans tout le volet difficultés d'apprentissage, dyslexie,
les cas, je ne sais pas moi, de déficit de l'attention, mais dans des cas un peu plus extrêmes. Je ne sais pas, est-ce que vous œuvrez de façon quand même assez large dans toutes les problématiques auxquelles les gens sont confrontés? Bien, en fait, comme je vous expliquais auparavant, c'est vraiment les difficultés d'adaptation qui sont notre angle. Donc, si ces difficultés-là amènent des difficultés d'adaptation, effectivement, on peut être appelé à travailler avec ces clientèles-là. Donc, le psychoéducateur a une connaissance, je vous dirais, assez élargie sur vraiment une multitude de sujets, parce qu'effectivement, on peut être appelé à travailler autant avec des personnes qui sont aux prises avec des problématiques de santé mentale, que de l'anxiété, que des personnes adultes, que des enfants qui, justement, sont aux prises avec des difficultés scolaires. Mais nous, notre angle d'intervention, si je dirais qu'il va être en comparaison à un orthopédagogue, où lui, ça va vraiment être le volet pédagogique, par exemple, ou tout ça. Nous, notre volet, ça va vraiment être s'il y a des difficultés d'adaptation qui ressortent dans cette situation-là. Donc, c'est pas une équation directe de parce que mon enfant, par exemple, a un TDAH, je dois consulter. Ça dépend de comment ça se vit chez l'enfant, avec les parents, dans la classe. Donc, est-ce que cette situation-là fait que l'enfant est en difficulté? Souvent, les enfants, ils vous sont référés, je présume, par les enseignants eux-mêmes ou par les directions d'école? En contexte scolaire, je vous dirais qu'effectivement, c'est davantage ce mécanisme de référence-là, dans la mesure où on est en service, souvent on appelle ça comme ça, les services à l'élève. Donc, on est effectivement en service aux équipes. Donc, effectivement, le processus de référence va être davantage avec les intervenants du milieu scolaire. Mais par contre, les parents là, peuvent vraiment aussi faire appel à nous, que ce soit au niveau de la pratique privée, c'est possible de voir là, sur le site de l'Ordre des psychoéducateurs, le répertoire des psychoéducateurs qui œuvrent au niveau de la pratique privée. Donc, un parent peut très bien faire une demande là, directement à un psychoéducateur, ou sinon aussi peut faire appel à un psychoéducateur via le Centre intégré de santé et services sociaux et faire une demande là, si jamais il considère qu'il y a des besoins, effectivement. Bon. La fameuse vidéo en question, elle a été produite pourquoi et elle est destinée à qui? Elle est destinée à tous, en fait. Elle est vraiment destinée au grand public. Donc, il y a eu 3 vidéos de faits. Un qui couvrait une situation avec un enfant, une qui couvrait une situation avec un adolescent, qui est celle que moi, j'ai réalisée, puis une qui couvrait une situation avec une personne adulte. Donc, cette année, la thématique, en fait, abordée par l'Ordre, c'était vraiment les changements chez les proches. Donc, c'était de mettre en lumière, en fait, pour le grand public, pour la population, en fait, que comme proche, parfois, on peut être aux premières loges pour observer finalement comment vont nos proches, comment ils évoluent, comment leur comportement peut changer. Parfois, ça peut forcément... ça peut amener les gens à se questionner, à se poser des questions sur qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Je vois qu'il ne va pas bien, mais je me sens un petit peu démunie. Vous avez remarqué, depuis quelque temps, que le comportement de votre adolescent a changé. Il se montre plus renfermé, il communique avec moins d'aisance et il peut même parfois montrer des signes d'agressivité. Vous vous sentez démuni face à ces comportements. Après quelques semaines dans cette situation, vous sentez que vous avez besoin d'aide. Une psychoéducatrice comme moi peut vous aider à rétablir le dialogue avec votre adolescent. Je commencerai par évaluer votre situation à vous et votre adolescent. Je m'assurerai d'avoir votre accord afin de procéder au processus d'évaluation. À travers différentes entrevues, différents questionnaires, différentes observations menées autant auprès de vous, de votre adolescent et des personnes qui gravitent autour de vous, je tenterai d'identifier les différents facteurs individuels et environnementaux qui interagissent entre eux. Cela me permettra de bien comprendre les causes possibles derrière le comportement de votre adolescent. Donc, le but, c'était en fait de camper finalement qu'est-ce qu'un psychoéducateur allait faire dans cette situation-là, comment il allait l'accompagner pas à pas. Donc, c'est un petit peu là, la démarche que je vous expliquais tout à l'heure d'évaluation, de planification, de mise en place de stratégies puis d'accompagnement des gens qui souhaitaient être mis en lumière, mais vraiment dans cet angle-là qui, en fait, disait, bien, comme proche, vous pouvez aussi être interpellé puis faire appel. C'est pas nécessairement seulement la personne souffrante là, qui peut faire appel à un professionnel, finalement. Bon. Il existe au Québec environ 5000 psychoéducateurs. Il y en a de ce nombre 900 en Montérégie et 40 à l'emploi de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, tout comme vous. Absolument. Mais vous, en même temps, vous avez aussi un lien avec l'Étoile Pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu. Absolument. En fait, moi, mon mandat à la Commission scolaire, je suis vraiment à temps plein là, pour la Commission scolaire, mais mon rôle est d'assurer la liaison, en fait, avec le Centre de pédiatrie sociale L'Étoile, comme vous l'avez nommé, pour finalement s'assurer que ces enfants-là qui vivent dans des contextes de vulnérabilité, qui sont en milieu scolaire, puissent avoir là, des interventions peut-être les plus adaptées à eux. Donc, moi,
mon créneau, je vous dirais, ou ma spécialisation là, dans ce contexte-là, c'est ces enfants-là. Donc, dans le fond, je me retrouve à venir en soutien aux équipes des écoles pour finalement adapter le mieux possible là, nos interventions par rapport à ces enfants-là. Et à l'inverse aussi, rapporter ou du moins être à l'écoute, avoir une oreille par rapport aux préoccupations des écoles pour aussi, d'un autre côté, mieux outiller et mieux accompagner nos familles là, à l'Étoile et les enfants. Et dans le cas de l'Étoile, je présume que le référencement, il peut venir des deux côtés aussi, c'est-à-dire que l'Étoile peut vous contacter au même titre que vous. Si vous avez des enfants qui sont dans le bassin desservis par l'Étoile, vous pouvez, à votre tour aussi, les référer à l'Étoile? Oui, bien en fait, l'Étoile fait plus que faire appel à moi, en fait, parce que 3 jours par semaine, je suis littéralement assis dans les murs de l'Étoile. Donc, cette liaison-là est vraiment très, très appréciée pour c'est vraiment un impact là, majeur là, qui se mesure là, vraiment au quotidien pour les enfants à l'Étoile. C'est vraiment un partenariat qui est très, très riche pour l'Étoile. Puis, effectivement, dans le fond, mon rôle, c'est aussi d'accueillir finalement les références des écoles pour que les enfants puissent recevoir des services. Donc, je suis finalement à la porte d'entrée pour mes collègues là, des écoles pour recevoir les références pour l'Étoile. Parce que mon autre question, c'était vos 39 autres collègues, ils font quoi? Oui, voilà. Ils sont surtout dans les écoles? Oui, c'est ça. Mon mandat il est vraiment très, très unique. Donc, dans la mesure où je suis la seule, forcément, qui porte ce chapeau-là là, à la commission scolaire. Mais sinon, effectivement, on est déployés dans les écoles, là, autant primaires, secondaires. Puis, j'ai des collègues aussi qui sont rattachés à des classes spécialisées, donc des enfants qui sont scolarisés dans des classes en adaptation scolaire pour des difficultés de différentes natures. Dernière question, si les gens qui ont de l'intérêt veulent voir ces fameuses vidéos-là produites par l'Ordre des psychoéducateurs, comment on fait? Oui, elles sont disponibles en fait assez facilement. Vous allez pouvoir les trouver sur la page Facebook de l'Ordre des psychoéducateurs, psychoéducatrices du Québec. Elles sont aussi facilement retraçables sur YouTube. Puis, oui, c'est ça. Donc, elles sont facilement retraçables en ligne de cette façon-là. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci à vous. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Dimanche le 8 mars, concerto du côté de la bibliothèque Adélard-Berger de Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous avez de l'intérêt, voici les informations. Entre-temps, n'oubliez pas le Télébingo, toujours le dimanche matin, 9h30 en direct avec 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.